Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, des unes très plurielles. Oui, comme on dit dans notre jargon journalistique, il n'y a pas de dominante particulière. Une dominante, c'est ce qu'on retrouve partout, c'est ce qui est incontournable, qui fait l'unanimité. Et bien là, chacun propose son petit dossier maison. Alors c'est la détresse des personnels hospitaliers pour l'humanité, les difficultés d'Angela Merkel pour le Figaro. Le Parisien, lui, s'appuie sur le cas Hallyday pour publier un mode d'emploi spécial héritage. Comment éviter les conflits, ne pas se déchirer, mais aussi comment déshériter vos enfants. Oui, c'est surtout choquant. quand on a des centaines de millions d'euros en patrimoine. Oui, c'est choquant, pratique, mais c'est possible, écrit le journal. Pour le reste, on trouve beaucoup d'exclus, des infos exclusives. Les Échos, par exemple, préviennent les propriétaires de résidences secondaires. Plusieurs grandes villes s'apprêtent à doubler la surtaxe d'habitation sur ces logements. On en parlait à 8h. Nice va passer de 20 à 60%, Bordeaux de 20 à 50%. À Toulouse, le maire indique qu'il réfléchit. En ligne de mire, la lutte contre le phénomène Airbnb, mais pas seulement. Derrière ces augmentations faramineuses se logent des motifs non avoués mais pas moins légitimes, écrit Jean-Francis Pécresse. C'est la recherche pour les villes de rentrée fiscale. Avec l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation, dit-il, les maires s'appuient sur les derniers leviers d'action qu'il leur reste et les résidences secondaires vont devenir vulgairement des pompes à fric. Voilà, exclu à lire dans Les Échos. Avec une carte intéressante où on découvre que la ville qui recèle le plus de résidences secondaires, c'est Paris. C'est Paris, évidemment, 100 000 résidences secondaires. L'enquête exclusive la plus notable, Marion, c'est celle de Libération ce matin. Viol, agression, harcèlement, les témoignages qui accablent l'UNEF. 3 mois d'enquête, 16 militantes du syndicat étudiant qui parlent et des faits accablants, fellation et rapports forcés, abus de faiblesse, une plainte pour viol et surtout un véritable système. Les week-ends de formation, c'était des supermarchés, raconte Élodie Lemoigne, ancienne présidente de l'UNEF à Paris 8. On sentait la pression des dirigeants pour récupérer les adresses des militantes choisies. C'est Jean-Baptiste Prévost, ancien président du syndicat de 2007 à 2011, qui choisissait les filles, ajoute Anaïg, souvent jeunes, provinciales et débutantes. On les appelait les petites meufs. Alors il y a l'enquête et puis il y a les coulisses de l'enquête. Laure Breton et Ismaël Alissa relatent les obstacles sans précédent qu'ils ont rencontrés. Pression, rendez-vous secret, victimes qui reçoivent d'étranges coups de fil. Certaines ont vu leur compte sur les réseaux sociaux être la cible de tentatives de piratage. Enfin, il y a aussi le contact avec les agresseurs présumés. L'un d'entre eux nous a répondu avec un très long mail d'aveu. Je viens de me reconnaître comme auteur d'agressions sexuelles, écrit-il. Et encore, il n'y a là que les témoignages que vous avez pu collecter. Une situation qui me hante depuis trop longtemps. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à mes jours. Immédiatement, les journalistes contactent police et pompiers. A est retrouvé, hospitalisé et un débat est ouvert à la rédaction, conclut Libé. Faut-il publier ? Faut-il tout raconter ? Finalement, nous avons décidé de publier cette enquête parce que la souffrance des victimes doit être entendue. Dossier à retrouver donc ce matin dans Libération. Et puis La Croix publie aussi une exclusivité ce matin. Oui, en l'occurrence, les résultats du dernier baromètre du climat scolaire réalisé par la Fédération autonome de la solidarité, la FAS, dont les adhérents sont principalement des enseignants. Verdict, le nombre de préjudice numérique a augmenté de 19% en un an. Alors qu'est-ce qu'un préjudice numérique ? Eh bien, ce sont les insultes et agressions subies par les enseignants de la part d'élèves ou de parents, par mail, sur les réseaux sociaux, sur leur compte Facebook souvent, mais aussi de plus en plus via des plateformes vidéo comme Periscope. En fait, les élèves font des paris, explique La Croix. Le but est de faire sortir le professeur de ses gonds en le filmant, puis de diffuser la vidéo en direct ou en différé. 288 plaintes ont pu être traitées, mais le fait est là, résume La Croix. Aujourd'hui, Internet empoisonne le climat scolaire. La Croix, dont le dossier de une n'est pas une exclue, mais un dossier de fond sur la situation politique en Israël et précisément sur le cas Netanyahou. Oui, un Premier ministre que la police israélienne recommande d'inculper pour corruption, que plusieurs affaires menacent, mais que la majorité de la population soutient. C'est une période terrible pour tous ceux qui oseraient émettre une opposition, résume David Neos, professeur à l'université de Bethléem. Les intellectuels sont plus écoutés à l'étranger qu'à l'intérieur du pays, dit-il. Ici, ils sont considérés comme des traîtres ou des ennemis. Et effectivement, à lire La Croix, on comprend que Benyamin Netanyahou attaque ceux qu'il appelle les élites, médias, artistes, humanitaires et même la Cour suprême dont l'ex-président Aaron Barak a prévenu. Quand
quand on privilégie le droit de la force plutôt que la force du droit, cela peut conduire à la dictature. Dictature, le mot est fort, comme ce titre du site Mediapart sur les étranges fréquentations antisémites de la droite israélienne, visait notamment la complaisance de Benjamin Netanyahou pour les dirigeants hongrois et polonais. Enfin, il y a cette tribune publiée dans Le Monde où là aussi les mots de l'historien Zev Sternel sont violents, très violents. Ils poussent sous nos yeux non pas un simple fascisme local, dit-il, mais un racisme proche du nazisme à ses débuts. Et il dénonce pêle-mêle la cruauté envers les non-juifs, le nationalisme, la société qui s'est décomposée moralement après 50 ans d'occupation, de colonisation et d'apartheid dans les territoires conquis en 67. Un réquisitoire brûlant à lire dans Le Monde et également publié dans le quotidien israélien Haaretz. Enfin, une dernière exclue, trouvée cette fois dans le Parisien aujourd'hui en France. Oui, avec ce titre préféré, les kiwis aux mandarines. Non. Voilà, ça m'a beaucoup interpellée. C'est la conclusion d'un rapport de l'association Génération Future sur les résidus de pesticides présents sur les fruits et légumes. 19 types de fruits, 33 légumes auscultés de 2012 à 2016. Résultat, les fruits qui contiennent le moins de traces sont l'avocat, les kiwis et les prunes. C'est l'inverse pour les cerises, mandarines et le raisin qui sont bien plus traités. Côté légumes, mieux vaut privilégier les betteraves et les asperges. Leur teneur en pesticides est plus faible que celle du céleri, des endives et des laitues. Voilà, alors évidemment, les fruits et légumes analysés ne sont pas bio, ce qui vous donne une indication de consommation relativement claire si vous voulez fuir les pesticides. Un mot dont le Parisien rappelle l'étymologie dérivée du latin pestis, fléau, et caedere, tuer. Oui, ça fait peur, mais force est de constater que pour l'instant, en tout cas, aucune étude ne prouve qu'on peut mourir de son bac à légumes. C'est pas une exclue, mais c'est bien de le rappeler quand même. Et il vient d'où le kiwi ? Le kiwi, il peut venir de France. On a des cultures immenses de France. Oui, il peut venir de France, mais si c'est pour l'importer du bout du monde, vaut mieux ça. C'est vrai. Voilà. Donc, manger du kiwi français, il est très bon, il pousse très bien, sans pesticides. Merci Marion Lagardère. Europe 1.